Bonjour à tous. Dans ce cours, on va étudier la suite de la leçon transformation chimique, la suite et la fin, et aussi faire la leçon sur les transformations nucléaires. Alors je vais commencer par faire un petit rappel sur la leçon transformation chimique. Donc je vous rappelle en gros certaines choses que l'on avait vues. Ici j'ai une équation chimique. Et cette équation chimique, elle traduit une transformation de la matière. Donc à l'état initial, j'ai des réactifs, ici le méthane et le dioxygène. Toutes les liaisons se cassent entre les atomes, voilà, ça se forme ça. Ça se forme, voilà, donc là les liaisons sont cassées, on a une boule d'atomes, on va dire, et les liaisons se réorganisent d'une autre façon. Et on obtient donc les produits. Voilà, donc cette équation traduit ces schémas-là. Alors, on va voir maintenant deux situations. Alors, voilà, deux exemples. Alors, j'ai un état initial où je mélange ces molécules-là. Donc, la réaction va se faire, puisqu'on a mélangé les réactifs. Alors, le méthane ici va réagir avec ces deux molécules-là, le méthane avec ces deux-là. Donc, à l'état final, il va rester cette molécule de méthane qui ne va pas réagir. Voilà. Donc, les produits, ici, on voit que les produits sont formés, le dioxyde de carbone et l'eau, pareil ici, et le méthane reste. Il ne réagit pas. Donc, on dit qu'il est en excès. Voilà, ça c'est le premier terme. Et on dit aussi que le dioxygène est en défaut, on n'en a pas mis assez. Si on avait voulu que la réaction continue, c'est-à-dire que cette molécule de méthane réagisse, il aurait fallu en rajouter. Donc on dit que le dioxygène est en défaut. On dit aussi que c'est le réactif limitant, parce que c'est lui qui, finalement, c'est le dioxygène qui fait que la réaction s'arrête. Voilà, donc tout ça on avait vu. Réactif en défaut, réactif en excès, réactif limitant. D'accord. Autre exemple. Voilà. Donc là, on voit qu'on a mis plus de dioxygène. Voilà. Voilà. Donc cette fois-ci, il y a trop de dioxygène, il n'y a pas assez de méthane. Donc le méthane va réagir avec ces deux molécules. Cette molécule avec ces deux-là, cette molécule avec ces deux-là. Donc il va rester deux molécules de dioxygène à la fin, à l'état final. On les voit ici. D'accord. Donc là, c'est l'inverse. Le réactif limitant, c'est le méthane, et le dioxygène est en excès. Voilà. Dioxygène en excès, réactif limitant, méthane. Bon, alors ça, on avait vu. On était resté là, en fait, à la dernière leçon sur la réaction chimique. Alors maintenant, c'est nouveau, donc je prends cette situation-là. Alors, cette situation-là, eh bien, on voit qu'on a 6 molécules de O2, 3 molécules de méthane. Donc là, à la fin de la réaction, tous les réactifs seront consommés. Toutes les molécules de O2 vont réagir, toutes les molécules de méthane vont réagir. Voilà. Donc il n'y a pas de réactif en défaut, il n'y a pas de réactif en excès. Et dans ce cas-là, il y a un terme, quand en fait, donc le méthane et le dioxygène sont dans les bonnes proportions, dans les proportions, voilà, donc je rappelle l'équation bilan. Donc on voit qu'une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène. Donc à partir du moment où on met 2 fois plus de dioxygène que de méthane, eh bien les proportions sont bonnes, et à ce moment-là, il n'y a pas de réactif en excès et en défaut. C'est ce que j'ai écrit ici. CH4 et O2 sont dans les bonnes proportions. Alors il y a un terme, c'est pas comme ça qu'on dit en chimie. On dit que CH4 et O2 ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, parce que ces nombres-là, ce sont les coefficients stoichiométriques. C'est pour ça qu'on dit ça. Voilà, donc ça on retient les proportions stoichiométriques. Donc les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques quand les réactifs sont entièrement consommés à la fin de la réaction. Il n'y a pas de réactif en excès ni en défaut. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va étudier ces différents cas, proportions stoichiométriques, réactifs en excès, réactifs en défaut, mais en faisant des calculs. D'accord. Alors, je prends cet exemple-là de réaction, je change un petit peu. Donc j'ai 4 molécules, ça c'est l'ammoniac, NH3, 5 molécules de dioxygène qui réagissent, il se forme 6 molécules d'eau,
et 4 molécules de monoxyde d'azote. Alors, donc que veut dire cette réaction, cette équation? Ben, ça veut dire ça. 4 molécules de NH3 réagissent avec 5 molécules de O2 et il se forme 6 molécules d'eau et 4 molécules de... Voilà. Donc j'ai mis une phrase qui correspond à cette équation. Alors, cette phrase que j'écris eh bien, est équivalente à celle-là, hein, ou celle-là est équivalente à celle-là. Ben, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout multiplié par 2. La par 2, la par 2, la par 2 et la par 2. Donc c'est absolument équivalent. Donc il va de soi que 8 moles de NH3 vont réagir sur 10 moles de I2. C'est évident. Alors maintenant, ce que je fais, je vais mettre un nombre un petit peu au hasard ici. Comme ça. Voilà. Je mets 5,9 moles de NH3. Et alors là, pour savoir combien... sur combien de molécules de O2 ça va réagir, ben, c'est pas simple, il y a un calcul à faire. Et pour savoir combien va se former de molécules d'eau et de monoxyde d'azote, il va falloir faire un calcul aussi. Donc dans votre programme, ce qu'on vous demande de savoir, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que si on met un nombre comme ça au hasard d'une certaine quantité de réactifs, eh bien, quelle est l'autre quantité de réactifs qu'il faut mettre afin que les réactifs réagissent dans les proportions stoichiométriques, hein, afin que la réaction, qu'il n'y ait pas de réactif en défaut et en excès, c'est ça. Bon, bah, nous, ce qu'on sait, c'est que 4 moles de NH3 réagit avec 5 moles de O2. Donc, on va faire un petit tableau de proportionnalité où on va écrire 5 moles de NH3 vont réagir sur X O2. Hein, donc, on va faire ce petit tableau-là. Là, c'est les coefficients stoichiométriques qui sont là. 5,9, il est là. Et ça, c'est notre inconnu. Et donc, X égale ça fois ça divisé par ça. Voilà, on fait le calcul et on trouve 7,4. Donc ici, il y a 7,4. Voilà, donc c'est fini. Alors simplement, les chimistes, ils font pas un tableau et ils font autrement. Ils utilisent une formule. Et en fait, parce que cette formule elle est utile pour un autre cas qu'on va voir juste après. Donc, à partir de ça, je vais établir une formule. Donc le 5, je vais le descendre, hein, parce que donc, ce que j'ai, c'est les molécules de O2. Donc le 5, je vais faire des maths là. Le 5, je le descends, je fais un produit en croix. Voilà. Donc le X, ça représente la quantité de O2. Donc là, je peux mettre NO2. Le 5,9, ça correspond à la quantité de NH3. Donc je peux mettre NNH3. Donc j'obtiens une formule. Donc cette formule, elle me sert à quoi? Elle me sert à calculer les quantités de réactifs quand ils sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Voilà. Donc on va faire deux petits exercices. Voilà, donc on retient ça. Alors, premier exercice. Donc c'est toujours la même, hein, toujours la même équation. Quelle est la quantité de dioxygène quelle quantité de dioxygène O2 réagit avec 12,9 moles d'ammoniac? Donc je cherche la quantité de O2. Donc je vais écrire ma petite formule, NO2 divisé par 5 égale NNH3 divisé par 4. Voilà. Et je cherche NO2. Donc le 5, je le passe de l'autre côté. Voilà, et je calcule. Donc ici, je mets 12,9. Voilà, et ça donne 16,1. Voilà. Exercice 1. Exercice 2 que je vais transformer ensuite. Alors, toujours la même équation. Donc, quelle quantité d'ammoniac, cette fois-ci, on cherche N-ammoniac, qui réagit avec 7,8 mol de dioxygène O2. Bon, bah, je cherche NNH3, donc je vais écrire NNH3 sur 4 égale NO2 sur 5. Et je cherche NNH3, donc le 4, je le passe de l'autre côté, produit en croix. Je remplace NO2 par 7,8. Et je calcule, et je trouve ça. D'accord ? Alors non, je vais changer un petit peu l'exercice, hein, mais donc je rappelle, donc quand on a les proportions stoichiométriques, donc ça veut dire qu'on a égalité ici des deux quotients. Alors, c'est-à-dire que si je fais, voilà, on a égalité des deux quotients, donc c'est-à-dire que si je fais avec la calculatrice, donc NH3 c'est 6,2, donc 6,2 divisé par 4, eh bien c'est forcément égal donc à NO2. NO2 c'est 7,8 divisé par 5, forcément. D'accord ? Bon, alors maintenant je vais faire une deuxième question. C'est une deuxième remarque. Cette fois-ci, donc dans ma question précédente, hein, pour que la réaction, pour que les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques, hein, pour que les 7,8 moles de dioxygène soient entièrement consommés, je dois mettre 6,2 moles de NH3. Eh bien moi j'en mets pas 6,2, j'en mets 6,5. D'accord ?
Alors 7,8, ça bouge pas. Donc si je calcule ces rapports-là, mais avec ce nombre-là, il ne va pas y avoir égalité. Si je mets 6,5 à la place de 6,2, si je mets 6,5 à la place de 6,2, eh bien ce rapport-là est forcément plus grand que ce rapport-là. D'accord ? Autrement dit, NH3 est en excès à ce moment-là. Il est forcément en excès. Donc, NH3 en excès, et ça se traduit par cette équation-là. C'est-à-dire que ce rapport-là est supérieur à ce rapport-là. Et bien ça va être une formule qui va nous être utile pour calculer les réactifs en excès et en défaut. Donc on va calculer les rapports, et le plus grand rapport, l'espèce chimique correspondant au plus grand rapport sera le réactif en excès, et l'espèce chimique correspondant au plus petit rapport sera le réactif en défaut. Donc si NH3 est en excès, on a cette inégalité-là, mais si, alors donc voilà, ça on encadre. Donc quand on a les proportions stoichiométriques, on a un signe égal entre ces rapports. Quand un réactif est en excès, quand NH3 est en excès, on a supérieur du côté de NH3, et si NH3 est en défaut, donc on imagine que NH3 est en défaut, et bien à ce moment-là, ça sera dans l'autre sens. D'accord ? Voilà, donc ça il faut retenir, en rouge. Donc on fait un petit exercice. Alors, toujours une équation. Alors je mets 0,41 de NH3 de quantité et 0,49 de O2. La question, quel est le réactif en défaut? Alors en défaut, ça veut dire quel est celui qui manque. Alors l'erreur à ne pas commettre, ça serait de dire, on a mis moins de NH3 que de O2, donc c'est NH3. Ça c'est faux. D'accord ? Il faut faire le petit calcul. Donc il faut calculer les deux rapports et comparer ensuite. Donc il faut calculer donc les rapports, c'est NH3 sur 4, donc il faut faire 0,41 sur 4. NH3 sur 4, donc 0,41 sur 4, ça fait ça. Et ensuite pour O2, on fait 0,49 sur 5. D'accord ? Voilà. Et ensuite on compare. Donc on voit que ça, c'est supérieur à ça. D'accord ? Donc on l'écrit. Voilà. Et donc ça veut dire que NH3 est en excès. Donc voilà, donc si on s'était précipité, on aurait dit 0,41 inférieur à 0,49. Donc NH3 en défaut. C'est faux. D'accord ? Donc ça montre que NH3 est en excès. Alors on demande le réactif en défaut. Donc forcément O2 en défaut. On le voit ici. Voilà ce qu'il faut savoir faire. Okay ? Bon. Alors maintenant, toujours dans les transformations chimiques, on les finit, on va voir l'aspect énergétique. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les transformations physiques, on avait vu les réactions exothermiques, endothermiques, et bien c'est exactement pareil pour les transformations chimiques. Il y a des réactions exothermiques et endothermiques. Alors je vais vous montrer un exemple. Alors il faut que je le prenne ici. Seconde, leçon, deuxième partie. Alors, c'est ici, ouvrir avec, voilà. Alors, on va se mettre à 2 minutes, c'est 2 minutes à peu près. Voilà, ici. Alors, voilà. Alors, donc là, on va avoir une réaction exothermique. Alors, bon, je commente. Alors là, ce qu'il met, en fait, c'est un glaçon. C'est un glaçon qui est coloré en bleu, mais c'est un glaçon, donc c'est de l'eau gelée. D'accord ? Voilà. Donc, il met un bécher. Là, il verse de l'eau. Là, vous voyez l'équation bilan. Donc, il verse de l'eau. Il verse de l'eau. Et là, il verse du chlorure de calcium. C'est une poudre, chlorure de calcium. Voilà. Et il mélange. Donc il y a une réaction chimique qui se fait. Voilà, une réaction chimique qui se fait. Il attend un petit peu. Voilà, la réaction a lieu et il soulève. Et là, il montre en fait que le glaçon a fondu. D'accord ? Il montre que le glaçon a fondu. Voilà. Donc alors je retourne ici. Voilà. Donc la réaction c'est ça. Donc chlorure de calcium plus H2O, donc ça forme un précipité et ces ions là. Et donc le glaçon a fondu, ça veut dire que donc
le milieu réactionnel, là, a fourni de la chaleur à l'extérieur, puisque le glaçon a fondu. Donc comment schématiser ça? Eh bien, on va dire que ces espèces chimiques, là, les réactifs et les produits, eh bien, voilà, on dessine ça comme ça, hein, je vous rappelle. Donc ça, on appelle ça le milieu réactionnel, hein, c'est-à-dire les réactifs et les produits, hein, parce que tout ne réagit pas en même temps, hein, c'est-à-dire que ça se fait progressivement. Hein. Donc le chlorure de calcium est consommé progressivement, ça forme des produits, mais il reste aussi du chlorure de calcium qui n'a pas encore été consommé. Donc ça, on appelle ça le milieu réactionnel, réactif et produit. Donc fournit de la chaleur à la glace, c'est pour ça qu'elle fond. Et je vous rappelle que donc fournit de l'énergie, et donc l'énergie est comptée négativement dans ce cas-là. D'accord? Parce que c'est une perte d'énergie pour le milieu réactionnel. Okay. Voilà, donc réaction maintenant endothermique. Donc toujours le même exemple ici. Hop, place ici à peu près. Voilà, hop, hop. Donc voilà. Alors, donc là en fait il a la planche de bois, il met un petit peu d'eau dessus. Hein, il met de l'eau dessus, voilà, il met de l'eau. Un peu d'eau. Il met un bécher. Voilà, donc l'eau est à température ambiante, hein, bien sûr. Donc là, il met de l'hydroxyde de barium. Voilà, et là, il met du thiocyanate d'ammonium. C'est deux poudres, deux solides. Et il mélange, 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 il mélange. Bon, c'est accéléré hein, quand même. Hein. Et hop, il soulève. Donc pourquoi c'est collé? Tout simplement, l'eau a été gelée. Hein. L'eau a été gelée, donc elle est collée au bois et elle est collée au bécher. C'est pour ça que ça tient. Donc ça, c'est l'inverse, c'est une réaction endothermique. Hein. La réaction a pris de la chaleur au milieu environnant, donc a pris de la chaleur à l'eau qui s'est solidifiée. D'accord? Donc réaction endothermique. Voilà, donc tout ça c'est pour vous montrer en fait qu'il existe voilà, deux types de... il existe des réactions exothermiques qu'on a vues, réaction endothermique, voilà, donc voilà, ça c'est l'équation bilan. Voilà. Et donc le schéma, eh bien c'est l'inverse, il faut mettre une flèche à l'intérieur et c'est compté positivement. Et donc du coup, ici l'environnement, on va dire que c'est l'eau. L'eau a cédé de l'énergie au milieu réactionnel, et en cédant de l'énergie, eh bien, elle s'est solidifiée. Voilà, c'est ce qu'on avait vu dans les transformations physiques. Donc là, c'est Q positif, hein, je me suis trompé, hein, j'ai fait copier-coller, c'est Q positif hein, ici. Voilà, alors bien sûr, aussi, dernier cas, il y a des réactions qui n'échangent pas de chaleur, qui ne sont ni exothermiques, ni endothermiques, on appelle ça des réactions athermiques, d'accord? Voilà. Donc voilà, hein, donc ça vous devez connaître hein, ces schémas-là. Bon, ça c'est exactement comme les réactions, les transformations physiques, hein, même principe. Bon, alors enfin, dernière partie, transformation nucléaire. Alors, les transformations nucléaires, comme le nom l'indique là, nucléaire ça vient de nucléon, nucléon ce sont les constituants des noyaux, donc ce sont des réactions dans lesquelles les noyaux vont être modifiés. Dans les réactions, dans les transformations physiques et chimiques, les noyaux ne sont pas modifiés. Hein. Ce sont les électrons autour des noyaux qui y a un échange d'électrons. Le nombre d'électrons change. Mais les noyaux ne sont pas modifiés. Donc dans ces réactions-là, les noyaux vont être modifiés. Donc il va falloir écrire le symbole du noyau des atomes. Donc je vais faire un petit rappel là-dessus, voilà, puisqu'il s'agit des noyaux. Donc je fais un rappel sur l'écriture du symbole des atomes. Alors, donc là j'ai l'atome de beryllium. Donc le noyau et les électrons qui tournent autour, et ça c'est la limite de l'atome. Donc ça c'est les électrons. Dans le noyau on a protons, neutrons, et il s'agit d'atomes de beryllium. Alors je rappelle comment on écrit le symbole du noyau. Alors on écrit Be, on met un petit nombre et un grand nombre. Alors le petit nombre c'est les protons, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, 4. Et en haut c'est le grand nombre, et bien c'est tous les nucléons. Alors j'ai combien de neutrons? 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 4, 9. Voilà, 9. Okay. Donc voilà, ceci représente le noyau de beryllium. Bon, alors on va voir aussi autre chose dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle les isotopes, hein, des atomes isotopes ou des ions isotopes ou des noyaux isotopes. Donc je vais dessiner, alors il existe plusieurs, donc je vais définir ce qu'on appelle isotope, hein, j'en ai besoin pour la suite.
En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais il existe plusieurs types d'atomes de beryllium. Voilà, je vais en dessiner un, je vais en représenter un autre. Voilà. Ça, c'est un autre atome de beryllium. Alors, quelle est la différence? Eh bien, tout est exactement pareil, sauf que, vous voyez, j'ai rajouté un neutron. Voilà. J'ai rajouté, donc ça, c'est un autre atome de beryllium. Alors, comment on va le nommer? Alors, vous voyez, le nombre de protons est le même, 4, donc ça va être Be4, et puis, comme il y a un nucléon de plus, ça va faire 10 ici. D'accord? Alors, ce qui fait le nom de l'atome, hein, c'est le nombre de protons. Si le nombre de protons change, eh bien on change d'élément chimique, on change de nom. D'accord? Mais si le nombre de neutrons change, on ne change pas de nom. D'accord? Ça reste le même élément chimique, le même atome. Voilà, et donc on dit que ici on a affaire à deux isotopes, deux atomes isotopes de l'élément beryllium. Voilà. Voilà, ceci, hein, c'est deux atomes isotopes de l'élément beryllium. Alors on peut faire un peu plus court en disant qu'il s'agit de deux isotopes du beryllium. Voilà, on peut dire, voilà. Alors ici on a le beryllium 9 et le beryllium 10. D'accord? Voilà. Voilà, on l'appelle comme ça, beryllium 9, beryllium 10. Bon. Alors, oui, dans les réactions que l'on va voir, on va voir l'isotope de l'élément hydrogène. Donc je vais faire, je vais vous les montrer parce qu'ils ont des noms, on leur a donné des noms, c'est pour ça. Alors, l'atome d'hydrogène, c'est H11. Et donc ça, on appelle ça atome d'hydrogène. Voilà. C'est le noyau de l'atome d'hydrogène. D'accord? Alors, de quoi il est constitué? Eh bien, 1, donc ça veut dire un proton. Et puis comme on a un 1 ici, ben, ça veut dire qu'il y a 0 neutron. Donc ce noyau, eh bien voilà, c'est un neutron. Alors j'ai pris les protons en rouge. Hein. Je dessine les protons en rouge. Voilà, ça c'est le dessin, le schéma d'un noyau d'atome d'hydrogène. Alors maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? Je regarde, je vois que j'ai une bille rouge et deux billes blanches, un proton et deux neutrons. Ici, un proton et un neutron. Donc en fait, il s'agit du même élément chimique, puisque j'ai un proton dans le noyau, un proton dans le noyau, un proton dans le noyau. Donc forcément, c'est le même élément chimique, donc c'est l'élément hydrogène. Voilà. Alors celui-là, comment on va le nommer? Ça va être H1, et puis il y a 3 nucléons, donc H13, et celui-là, H12. Voilà. Donc ça, c'est... ça, on peut l'appeler l'hydrogène 1. Ça, on peut l'appeler l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3. D'accord? Alors, l'hydrogène 2 et 3, on les utilise souvent on les étudie en tous les cas dans les réactions de fusion nucléaire. Donc, on leur a donné un nom. Ça, on appelle ça le deutérium, parce que 2, et ça, le tritium, parce que 3. D'accord? Voilà, deutérium et tritium. Bon, alors maintenant, on va pouvoir voir les réactions, les transformations nucléaires. Alors, il y a 3 types, en fait. Il y a les réactions de fission, fusion et la radioactivité. Donc on va voir les 3. Donc fission nucléaire, donc je vais vous montrer une petite animation, donc 40 secondes. Hop, hop. Donc fission. Voilà, tac, tac, ouvrir avec. Alors, 40 secondes. Voilà, alors on y va. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un gros noyau, c'est un noyau, c'est des gros noyaux. Par exemple l'uranium. Hein. L'uranium, il a 235, voilà, environ 235 nucléons. Vous voyez. Et là, ça c'est un neutron. Donc avec un neutron, on bombarde, on percute un noyau d'uranium. Donc ça c'est une réaction artificielle, hein. C'est l'homme qui la crée, c'est pas naturel. Hein. C'est une réaction artificielle. Donc cette réaction, elle a lieu par exemple dans les centrales nucléaires et dans les bombes atomiques. D'accord? Voilà, donc je vous montre. Voilà, alors vous voyez, il y a un petit peu de rouge là. Le rouge, ça veut dire que ça fournit de l'énergie. C'est une réaction très exothermique. Hein. Cette réaction fournit beaucoup de chaleur. D'accord? Donc pour un noyau, ça ne va pas fournir beaucoup de chaleur, mais comme il y en a des milliards, ça va fournir énormément de chaleur, beaucoup plus que les autres. Voilà, donc le noyau, vous voyez, le neutron, il est rentré dans le noyau, il a déstabilisé le noyau, parce que le noyau était instable. Le noyau s'est cassé en 2 autres noyaux. Hein, donc c'est par exemple, là, ça serait du strontium et du xénon.
Voilà. Et le noyau a expulsé 3 autres neutrons. Alors ces neutrons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien à côté, bah, il y a des milliards d'autres atomes, noyaux, donc ils vont les percuter. D'accord? Voilà. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est que bien sûr, là, dans les noyaux, dans les atomes dans les noyaux d'uranium que j'ai dessinés, il y a les électrons qui sont là, hein, les électrons, mais comme ils ne participent pas à la réaction, on ne les met pas. Après, les électrons, ils se répartissent dans les deux noyaux, hein. Il y a la bonne quantité d'électrons ici qui va ici, et on a des nouveaux atomes, hein. Donc on ne parle que des noyaux, mais en fait les électrons ils tournent autour, hein. D'accord? On s'occupe pas d'eux. Donc on regarde ce qui se passe, et à nouveau une percussion. Donc dégagement de chaleur, dégagement de chaleur. D'accord? Et après il y a encore 4 autres noyaux, donc voilà, on a ce qu'on appelle une réaction en chaîne. D'accord? Donc je vais vous montrer comment on écrit cette réaction. D'accord? Bon, voilà, donc ça c'est ce que vous avez vu, l'état initial ici, et puis l'état final pour le premier noyau. Donc j'écris, alors c'est pas savoir, hein, je vous dirai ce qu'il faut savoir. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer déjà, c'est que vous voyez, on a écrit le symbole des noyaux ici, hein. On écrit le symbole des noyaux des atomes, hein, le numéro atomique et le nombre de masse. Donc l'uranium 235, voilà, c'est ce noyau-là. Ça, c'est le symbole du neutron. Bon, ça, vous verrez l'an prochain, hein, en première. C'est pas au programme de seconde, mais ça, bon, ça représente le neutron, en fait, hein. Alors, le noyau, le neutron rentre à l'intérieur. Donc on a une grosse boule instable. Et tout ça, ça se casse, voilà. Et donc ça se casse en 2 noyaux, hein, le strontium et le xénon ici. Et il se forme 3 neutrons qui vont percuter d'autres atomes. Voilà pour la fission nucléaire. Fission, ça veut dire casser. Maintenant, la fusion. Alors j'ai mis un soleil parce que c'est la réaction qui a lieu dans le soleil et ça fournit beaucoup d'énergie. Alors, fusion nucléaire. Alors on va se mettre à 16 secondes. Voilà. Alors, eh bien, voilà, on a les noyaux dont je vous ai parlé, hein, le deutérium, les isotopes de l'hydrogène, hein, le deutérium et le tritium. Donc là, vous voyez, on a des petits noyaux, par contre, hein, des petits noyaux, et donc, comme le nom l'indique, ils vont fusionner, donc ils vont se percuter, ça va former un plus gros noyau. D'accord? Et ça fournit de l'énergie. Donc je vous montre, voilà, tac. Voilà, donc le rouge, ça signifie que c'est une réaction exothermique. Et donc vous voyez, on a un plus gros noyau, on a un noyau d'hélium. Maintenant il y a 2 protons. Donc s'il y a 2 protons, on change d'élément chimique, c'est l'hélium. Et il y a un neutron qui est éjecté. Voilà. Donc comment on écrit ça? Ben, je vous montre. Voilà, on écrit ça comme ça. Alors, le tritium plus le deutérium, voilà, bah ça donne de l'hélium plus un neutron. D'accord? Donc cette réaction exothermique, elle a lieu dans les étoiles. D'accord? Et donc, par gramme de matière, cette réaction, la réaction de fusion, fournit beaucoup plus d'énergie que la fission. Donc actuellement, on essaye dans des laboratoires de créer la fusion nucléaire. Voilà, c'est pas encore au point, peut-être dans quelques dizaines d'années ça le sera, mais pas pour l'instant. Mais si on y arrive, eh bien ça permettra d'obtenir beaucoup d'énergie. Bon, voilà. Ça sera une source d'énergie appréciable. Voilà. Alors ensuite, le dernier type de transformation nucléaire, la radioactivité. Alors, je vous ai mis le tableau périodique, parce que je vous avais dit, en fait, toute la matière dans l'univers, elle est constituée, voilà, de cette centaine d'éléments chimiques. Voilà, je vous avais dit ça. Mais en fait, ce que je n'avais pas dit, c'est que, par exemple, si on prend le cobalt, en fait, il n'y a pas un type d'atome de cobalt, il y en a plein. Il y a une quinzaine de types d'atomes de cobalt. Il y a une quinzaine de types d'atomes d'aluminium, etc., etc. Voilà. Donc ce tableau-là, en fait, vous montre tous les atomes, en fait. Voilà, il n'y en a pas une centaine. On n'a pas
détecter une centaine de types, mais beaucoup plus. Voilà, tous les petits points là, ça représente un atome qu'on a détecté, un type d'atome qu'on a détecté. Voilà, donc je vais expliquer un petit peu tout ça. Pourquoi il y en a beaucoup plus que 100 en fait. Voilà, donc je vous montre cette animation là. Donc là, il faut que j'aille ici. Donc, animation, et c'est celui-là. Voilà, ok. Voilà. Alors, donc là je vous remonte ce diagramme. Alors, chaque petite case, vous voyez, représente un atome. D'accord, donc je vais faire un zoom. Voilà. Alors, pourquoi il y en a tant? Alors, oui, d'abord, je vais vous montrer parce qu'il y a des couleurs. Alors, pourquoi il y a plusieurs couleurs? Alors, ce que vous voyez en rouge, là, tous les atomes qui sont en rouge, eh bien, ce sont des atomes stables. Voilà, ils sont là depuis des milliards d'années. Voilà. Mais en fait, les atomes qui sont en bleu, en crème là, et en vert, ce sont des atomes instables. Voilà, les noyaux sont instables. Hein, les noyaux sont instables. Donc ils se transforment, on dit qu'ils se désintègrent de façon aléatoire et avec une suite de réactions pour se transformer en noyaux stables. Donc on appelle ça des atomes radioactifs. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus finalement de noyaux instables que de noyaux stables. Alors, je fais un zoom maintenant pour voir un petit peu plus. Voilà, ça par exemple. Alors, vous voyez en rouge, là je pointe en rouge, et vous voyez ici c'est marqué demi-vie, et à côté de demi-vie c'est marqué noyau stable. Voilà. Mais voilà, en bleu, bah, c'est pas marqué noyau stable, voilà, donc ça veut dire qu'ils sont instables. Alors, bon, demi-vie, vous verrez plus tard ce que ça veut dire, hein, pas en secondes. Voilà, non mais en gros, ça donne là, pour faire simple, en première approximation, on peut dire que ça donne la durée de stabilité de l'atome. Mais c'est aléatoire aussi, hein, c'est pas forcément 33 heures. Hein, voilà. Mais ça donne un ordre de grandeur. Voilà. Donc ça veut dire qu'au bout de 33 heures, eh bien, il se transforme. Voilà. On peut dire ça en première approximation. Voilà, alors. Donc si je me déplace, vous voyez, verticalement, vous voyez, je reste toujours, par exemple, celle-là, c'est le cérium, là, vous voyez, à nouveau le cérium, le cérium, le cérium, le cérium, voilà, le cérium, vous voyez. Donc en fait, verticalement, on a tous les isotopes qui existent du cérium, donc vous voyez, il y en a beaucoup en fait. Mais en fait, si on regarde bien, alors regardez, je regarde les stables, hein, le cérium stable. Alors, il y a l'abondance qui est marquée, on va regarder l'abondance, 11% celui-là, 88%, 0,25%, et 0,19%. Et donc les autres, ils mettent pas, hein, les instables, ils mettent pas, parce qu'en fait, ils sont à l'état de trace. Hein, parce que c'est normal, parce que s'ils sont synthétisés par la nature, eh bien, comme ils sont instables, ils vont disparaître. Donc il va de soi que ce sont les noyaux stables qui sont présents en grand pourcentage, hein, un pourcentage important. Voilà. Et alors, si là, on change d'élément chimique, hein, quand on va verticalement. Alors, je vais vous montrer juste, on va regarder un petit peu en bas, hein, voilà, les légers. Alors, voilà, les isotopes de l'hydrogène, ils sont là. Alors là, on a l'hydrogène 1, l'hydrogène 2, c'est le deutérium. Donc, on regarde s'il est, alors le 1, il est stable, hein, c'est marqué stable ici, stable. Le deutérium est stable, le tritium est instable, l'hydrogène 4 est instable, et l'hydrogène 5 aussi, d'accord? Voilà, alors maintenant je vais m'intéresser, je vais prendre le carbone, parce que c'est l'exemple que je vais vous donner, donc le carbone, il est là, voilà. Alors, le carbone 12, eh bien il est stable, on regarde l'abondance, 99%, le carbone 13, il est stable, il n'y en a qu'un pour cent, et le carbone 14, il est instable, il y en a très peu, hein, puis il y a d'autres carbones. Alors, mais le carbone 14, il est important, parce que en étudiant sa désintégration, eh bien on peut permettre de dater les objets anciens. Tous les corps qui contiennent du carbone, eh bien, sont datés à partir de donc, la désintégration, l'étude de la désintégration du carbone. Alors il se désintègre en azote après, hein, quand il est stable. Voilà, en étudiant cette désintégration, voilà, cette transformation nucléaire, on peut dater les objets anciens. Hein, par exemple, dans les pyramides d'Égypte, on a retrouvé
des meubles, et on a voulu dater les meubles, et bien pour ça, on a fait un petit prélèvement, on a fait une datation carbone 14, et on a trouvé que les meubles avaient 5000 ans. Voilà. Donc c'est ça que je vais vous donner comme exemple. Ici, voilà. Voilà, donc voilà, ça c'est la transformation de la désintégration du carbone 14 pour dater les objets anciens. Donc bon, c'est pas l'objet n'est pas de comprendre la datation au carbone 14. Hein. Donc voilà, donc là on a une transformation nucléaire, il s'agit de la désintégration du carbone 14. Voilà. Alors dernière chose, voilà, on fait un petit bilan là maintenant. Alors, on a vu donc les dernières leçons de chimie, c'était transformation physique, transformation chimique et transformation nucléaire, et on a écrit des équations. Voilà, il faut savoir les distinguer. Donc je rappelle, transformation physique, il s'agit de la même espèce chimique, mais c'est l'état physique qui est différent. Transformation chimique, eh bien, on a donc les éléments sont conservés, mais il y a un changement dans l'organisation des atomes, hein, qu'on voit ici. Et transformation nucléaire, là on écrit, vous voyez, les symboles des noyaux. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut surtout retenir, voilà. Hein, écriture du symbole des noyaux des atomes pour les différencier des autres. Hein, d'accord? Voilà, et on peut, petite remarque, vous voyez, dans les transformations chimiques, là, les éléments sont conservés, hein, c'est-à-dire que l'élément cuivre, on l'a au départ et on l'a à l'arrivée, l'élément hydrogène, on l'a au départ et on l'a à l'arrivée, mais pas les transformations nucléaires, puisque les noyaux se cassent. Et si les noyaux se cassent, le nombre de protons change, et à ce moment-là, on n'a plus le même élément chimique. Vous voyez, U, on l'a plus à l'arrivée. Voilà. Donc ça, vous retenez. Alors, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que les réactions de fission et de fusion nucléaire sont des réactions exothermiques. Voilà, c'est important à savoir. Pourquoi? Par exemple, les centrales nucléaires. Donc, dans les centrales nucléaires, donc, on utilise l'uranium. Donc ça, il faut le savoir. Ça fait partie un peu de la culture scientifique, culture générale scientifique. Les noyaux d'uranium sont cassés. Il se forme donc la réaction est exothermique, elle produit de la chaleur. Et à quoi sert cette chaleur? Eh bien, autour des noyaux, il y a de l'eau. Eh bien, cette eau se met à bouillir. La vapeur d'eau sert à faire tourner une turbine, et cette turbine fait tourner un alternateur qui produit l'électricité. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Donc, cette chaleur, hein, engendrée par la réaction, sert ni plus ni moins qu'à faire bouillir de l'eau. Hein. Voilà, ça sert à ça. Donc voilà, ça, il faut savoir. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que les réactions de fusion nucléaire ont lieu dans les étoiles. Voilà, et les réactions de fusion créent beaucoup plus d'énergie, de chaleur que les réactions de fission. Et les réactions de fission créent beaucoup plus d'énergie que les réactions chimiques, que les transformations chimiques. Voilà. Voilà, et bien cette leçon est terminée. Alors c'était la dernière leçon de chimie. Hein. Il nous reste des leçons de physique, mais c'était la dernière leçon de chimie.